شكرا اذا شكرا سي عبد الوهاب، شكرا اذا الكراس والمدير نتاع الكراس على هذا الاستضافه يعني المباركه. اشكر كذلك الحضور الكريم. Je remercie donc l'assistance et que j'invite à réfléchir sur une question de modernité, de la modernité. Et pourquoi parler de modernité parce que la modernité, pour la première raison en tout cas, c'est qu'elle a partie liée avec la société. Il me semble qu'une société ne devient société que si elle accède à la modernité. Autrement, elle serait un regroupement humain, peut-être infra-sociétal, genre communauté et tout ça. Parce que les liens... Enfin, je reviendrai sur ces choses-là. La deuxième raison, c'est que toutes les sociétés aspirent à devenir modernes et elles le seront ou ne le seront pas, y compris l'Algérie. Ou bien on est moderne et on est une société, ou bien on est pas moderne et on n'est pas une société. La configuration que prendra cette modernité, évidemment, je ne la connais pas et personne ne peut connaître quelle configuration aura cette modernité dans les pays qui ne le sont pas encore. Donc moi j'ai intitulé mon exposé « La modernité itinéraire et relais ». Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que la modernité, d'abord elle a une genèse, un lieu de naissance, et puis un itinéraire, c'est-à-dire un parcours. Un parcours historique qui s'est échelonné sur des siècles. Ça, c'est pour ce qui est de l'itinéraire. Pour ce qui est du relais, eh bien, il y a beaucoup de chercheurs, beaucoup de penseurs, on va dire, pas tous, qui pensent que la modernité, elle va être relayée, ou est en train d'être relayée, par une autre forme d'existence humaine, c'est la postmodernité. Donc, si vous voulez, si j'aurai le temps, évidemment, je parlerai des deux versants de la chose. D'abord la modernité, ensuite de la postmodernité. Mais je ferai une lecture de tout ça, une lecture, moi je suis sociologue, je ferai une lecture pas historique, bien que je vais convoquer les éléments de l'histoire, mais je ferai une lecture sociologique qui intéressera sans doute la présence, parce que je connais beaucoup d'entre vous, ils sont de formation sociologique. Alors, je disais donc que la modernité a une origine géographique et civilisationnelle, elle a aussi une temporalité, et cette origine, elle est évidemment l'Europe, l'Occident. L'Europe plus que le reste. Le Japon, par exemple, qui est moderne, il n'y accédera qu'à partir du XIXe siècle, avec l'ère Meiji. Alors la modernité, cette modernité, alors je disais une histoire qui commence au XVIe siècle. Elle commence au XVIe siècle et elle se poursuit, pour certains, c'est terminé. Bon, je vais commencer donc par ce XVIe siècle européen. Et ce XVIe siècle européen, ou plutôt je commence d'abord par donner, avant de donner l'itinéraire, je commence par donner une définition de ce que c'est la modernité. Il vaudrait mieux. Alors la modernité, c'est le caractère de ce qui est moderne. Vous me direz, c'est pas grand-chose, vous ne définissez pas grand-chose. Mais qu'est-ce que ça veut dire moderne? Alors le mot moderne dérive du mot mode, mais le mode, pas la mode. Un mode. Et qu'est-ce que c'est le mode? C'est la façon, c'est la manière. On dit par exemple le mode d'être, le mode d'existence, le mode de vie. Et Marx dira par exemple le mode de production, par exemple. Ça veut dire la façon de produire. Donc la modernité, c'est un mode de vie qui est actuel, à chaque fois qui est actuel. C'est-à-dire du temps de celui qui parle. Être moderne signifie être de son temps, de son époque, si vous voulez. Il y a seul Baudelaire, le poète du spleen du XIXe siècle, le poète français, qui fait dériver la modernité de la mode au féminin. Le reste, tout le monde pense
que ça dérive du mode, le mode. Alors qu'est-ce qu'il dit Baudelaire? Il dit la modernité, c'est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l'art, dont l'autre moitié est l'éternel et l'immuable. Donc il définit bien la modernité comme venant de la mode. Quoi qu'il en soit, il y a quand même un jugement de valeur quand on dit moderne par rapport à traditionnel. Il y a un jugement de valeur voulant dire que ce qui est moderne est meilleur et supérieur à ce qui est traditionnel. Il y a un jugement de valeur, on ne sait pas si c'est vrai ou faux, mais il y a un jugement de valeur. Égal moderne, c'est le temps présent, c'est mieux que l'ancien. Ce qui est aussi sûr, c'est que la modernité, évidemment, ce n'est pas un état, une situation figée, quelque chose d'arrêté. Au contraire, c'est un parcours, c'est un processus qui s'améliore au fur et à mesure. Et un processus historique, comme j'ai dit, qui a commencé au XVIe siècle en Europe. Pourquoi le XVIe siècle? Parce que la modernité ici, elle va toucher le niveau religieux. Le XVIe siècle, comme vous le savez tous, c'est le siècle de la réforme religieuse, la fameuse réforme protestante. On le sait évidemment que depuis la chute de l'Empire romain et byzantin, l'Europe vivait au Moyen-Âge. On le sait tous. Le Moyen-Âge était évidemment dominé par les seigneurs et l'Église, la féodalité alliée à l'Église. Et la domination de l'Église sur les hommes, sur les âmes et les consciences, elle était totale. L'Église avait décrété sa fameuse sentence « Extra ecclesiam nulla salus ». Hors de l'Église, point de salut. C'est en latin, ça. Et cette sentence, elle sera reprise tout au long du Moyen-Âge. Elle signifie que les moyens du salut dans l'au-delà, ils sont entre les mains de la seule Église. Donc il est fait obligation aux chrétiens de faire régulièrement son examen de conscience, c'est-à-dire venir faire se confesser au moins une fois par an devant le curé de la paroisse d'à côté. Et ceux qui ne le font pas, eh bien, ils subissent l'inquisition, l'excommunion. Et quand c'est grave, c'est le bûcher même. Quand c'est grave. Alors c'est l'inquisition, c'est l'index, c'est le syllabus, pour ce qui est de l'intérieur. Pour l'extérieur, c'est les croisades et la reconquista, qui a touché les musulmans aussi. Alors, autrement dit, la main de l'Église, elle était totale sur les chrétiens. Cette mainmise de fer, si on peut dire, elle n'a pas empêché qu'il y ait des divisions au sein même de la chrétienté. Déjà, on le sait, au XIe siècle, il y a eu la séparation entre les deux chrétientés, si vous voulez, les chrétiens de l'Est et les chrétiens de l'Occident, si vous voulez. C'est les orthodoxes et le reste des chrétiens qui vont être, si vous voulez, des catholiques. Parce qu'au XVIe siècle, il va y avoir un deuxième schisme, deuxième séparation au sein de l'Église entre, évidemment, les catholiques et les protestants. Et c'est Martin Luther, qui sera aux commandes de ce soulèvement. Et il va se soulever de manière violente et bruyante. Lui-même, qui était d'ailleurs un religieux allemand, qui va se soulever surtout contre le commerce des indulgences. En arabe, on dit « sukuk el-ghufran ». Et ce commerce consistait à venir déclarer ses péchés, si vous voulez, se faire pardonner, moyennant évidemment de l'argent. Cette pratique-là, évidemment, Martin Luther va la contester parce que pour lui, il y a ce qu'ils appellent la prédestination, c'est-à-dire le mektoub, si vous voulez. On est prédestiné à aller en enfer ou au paradis, indépendamment de ce qu'on peut faire. Alors, Luther, il va relire, si vous voulez, la Bible, et il va, à la lumière d'une relecture de la Bible, il va contester
et la compréhension de la Bible et des pratiques qui en découlent à travers l'Église. Et cette protestation se transforme rapidement en contestation, ou la contestation qui se transforme rapidement en protestation, menée par des protestants qui garderont ce nom-là jusqu'à aujourd'hui, protestants, et il y aura à ce moment-là une église depuis ce temps-là, avec toutes les guerres de religion, j'en passe, par Saint-Barthélemy et bien d'autres. Et il y aura évidemment l'Europe de l'Est qui va être catholique, l'Europe de l'Ouest qui va être catholique, et l'Europe du Nord, Allemagne y compris, en tout cas le nord de l'Allemagne, des protestants avec les États-Unis, bien sûr, à majorité en tout cas. Et maintenant, quand on marche dans les rues de n'importe quelle ville française, vous voyez la grande église catholique qui est immense, avec des murs d'1 mètre d'épaisseur, et vous vous trouvez dans un coin, petite église, l'église réformée, toute simple, parce que, pour des tas de raisons, parce que le protestantisme, c'est, si vous voulez, takashuf, comme on dit chez nous, maintenant, alors que l'autre, c'est la para, c'est la différence entre les deux. Ce qui nous intéresse ici, c'est que pour le protestantisme, il faut qu'il y ait une liberté de conscience pour les hommes. Il n'y a pas lieu de passer par l'Église pour atteindre l'au-delà. L'homme est en face de son Créateur tout seul. Donc, autrement dit, l'Église devient inutile. Alors, l'enseignement à tirer du point de vue sociologique, c'est qu'à partir du XVIe siècle et les siècles qui vont suivre, c'est ça ce qui m'intéresse, Anna. Ça ne m'intéresse pas tellement l'histoire, ce n'est pas mon domaine de tout ça. Ce qui nous intéresse du point de vue sociologique, c'est qu'à partir du XVIe siècle, il va y avoir pour le chrétien le choix entre être catholique, protestant ou orthodoxe. Les siècles qui vont suivre, évidemment, il va y avoir le XVIIe, le XVIIIe, le XIXe, le XXe et même le XXIe. Le chrétien, alors, il a l'embarras du choix du point de vue religieux. Il peut être orthodoxe, catholique, protestant, il peut être agnostique, il peut être athée, il peut être déiste, c'est-à-dire croire en Dieu sans ses attributs. Amanna billahi, point. Ça, c'est être déiste. Agnostique, ça veut dire douter, ne pas savoir. Il peut être panthéiste, il peut voir Dieu là où il veut. Dans le vent, dans les arbres, dans les êtres humains, il peut voir là où il veut. Ce qui nous intéresse ici du point de vue sociologique, comment la personne chrétienne est devenue un individu au niveau religieux. Ce n'est plus la collectivité. Du point de vue religieux, donc à partir du XVIe siècle et les siècles qui vont suivre, vont faire de l'homme européen tout simplement un individu. Un individu sur le plan religieux, la religion devenant une affaire vraiment individuelle. À tel point que, par exemple, pour la France, je ne sais pas pour les États-Unis, mais pour la France, ils n'ont pas de statistiques des religions. Ils ne savent pas combien ils ont d'orthodoxes, de musulmans, où la question s'est posée avec les histoires d'islamisme, ils ne savent pas combien ils ont les Français ne savent pas combien ils ont de musulmans. Officiellement, ils ont des estimations parce que c'est une affaire individuelle. Donc, ce qui m'intéresse et ce qu'il faut à mon sens retenir, c'est comment à partir du XVIe siècle, la religion est devenue une affaire personnelle et l'homme européen est devenu un individu sur le plan religieux. C'est ça ce qui nous intéresse. Parce que ce niveau d'individualisation sera suivi par d'autres au cours des siècles qui vont venir. Et le XVIIe siècle, le siècle suivant, évidemment, on l'appelle le grand siècle. C'est un siècle, lui, qui n'est pas de la réforme religieuse, mais de la réforme intellectuelle au niveau des Européens, au niveau de l'Europe. Alors, on sait que le Moyen-Âge était dominé par la pensée scolastique, religieuse, nous dirons maintenant irrationnelle. Mais cette situation va changer avec un certain nombre de grands penseurs qui vont penser à les choses autrement. J'en ai sélectionné que 3, il y en a plein. J'en ai sélectionné 3 géants de la pensée, et dans 3 pays différents. J'en ai sélectionné l'anglais Francis Bacon, en français ça s'écrit Bacon, l'italien évidemment, quand on parle de nationalité de maintenant, l'italien Galilée,
et du français René Descartes. Et ça, c'est dans un ordre chronologique. Alors, ces trois penseurs, ils vont révolutionner évidemment la pensée humaine. Le premier, c'est Bacon. C'est un philosophe, un homme politique, un juriste, etc. Il va se soulever contre la pensée religieuse, la pensée métaphysique et même la pensée théorique. Et il dit qu'il faut aller au-delà de la logique aristotélicienne et la déduction, les syllogismes que le Moyen-Âge tenait de la philosophie grecque. Et il propose de faire accéder à un raisonnement autre, un raisonnement non pas déductif, mais inductif et expérimental. Et ça, c'est une première. Il écrit, un petit deux mots, il dit « Ce ne sont pas les ailes qu'il faut à notre esprit, mais des semelles de plomb. Ce ne sont pas des ailes qu'il faut à notre esprit, mais des semelles de plomb. » Et il ajoute « Les livres, ça veut dire, il y a un livre aussi capital, c'est la Bible. Mais là, il dit, les livres doivent suivre la science, et non le contraire. Et non le contraire. Et il conclut, l'homme est un dieu pour l'homme. Pensez à Hobbes qui disait, l'homme est un loup pour l'homme. Lui, il dit, l'homme est un dieu pour l'homme. Ça veut dire, l'homme est une chance pour l'autre homme. Pensez aux médecins, pensez aux ingénieurs, pensez. Grâce à la science, ça veut dire l'homme peut devenir un dieu. Donc, il semble donc, Bacon, par ses insinuations, utiliser le mot livre en référence à la Bible et utiliser l'homme à la place de Dieu. Bible et Dieu, donc, sont en quelque sorte disqualifiés par Bacon et remplacés par la science et par l'homme. Ça, c'est pour ce qui est de Bacon, ou Bacon, moi je le lis en français. Le deuxième esprit éclairé, il n'est pas évidemment anglais, c'est Galilée. Et Galilée, vous connaissez toutes ces histoires avec le Saint-Siège. Et son malheur, c'est qu'il était italien, il était né en Italie, à côté du Saint-Siège, du Vatican. Mais cela ne l'a pas empêché de penser que le livre de référence, ce n'est pas la Bible, mais pour lui, c'est l'univers. Et il écrit, l'univers est un livre écrit en langage mathématique. Autrement dit, le livre, ce n'est pas la Bible, c'est l'univers. Et puis, il n'est pas écrit en langage scolastique, il est écrit en langage mathématique, donc accessible non pas aux religieux, mais accessible aux scientifiques. Il ajoute à l'attention de l'Église, Dieu nous enseigne comment on va au ciel, et non comment va le ciel. Dieu nous enseigne comment on va au ciel, et pas comment va le ciel. Il y a toute la différence là. Bon, évidemment, il va développer la théorie héliocentrique à la place de la théorie géocentrique qui voulait que la Terre soit fixe, etc. Vous connaissez l'histoire. Il subira évidemment l'Inquisition. Il est condamné comme hérétique et il sera obligé de renier le résultat de ses recherches avec l'histoire et la fameuse phrase qu'il n'a pas dite et pourtant elle tourne, qui sans doute qu'il n'a jamais prononcé, mais qui allait bien à la circonstance. Évidemment, il n'a pas été brûlé comme beaucoup le pensent. Il a été mis à la retraite forcée, et quand on parle maintenant de résidence surveillée, si vous voulez, ce n'est pas lui qui a été brûlé, c'était un autre, c'était Giordano Bruno, ou Bruno Giordano, comme certains doivent le connaître. Pas lui, il est mort aveugle de mort naturelle. Enfin, le troisième savant révolutionnaire, c'est René Descartes, évidemment, le grand René des Français. C'est lui qui va donner le coup de grâce à la pensée scolastique et religieuse. Alors Descartes, à sa manière, il va estimer que Dieu a créé le monde, l'a mis en marche, et il l'a livré à sa propre contingence. C'est un peu comme l'horloger qui fabrique la montre et qui ne la suit plus. Elle fonctionne par elle-même. C'est ça, ça veut dire Dieu est reconnu comme cause première, mais c'est tout. Pour le reste,
le monde se débrouille tout seul. Autrement dit, Dieu est extérieur à sa propre création. C'est l'histoire de, ceux qui connaissent un peu, c'est l'histoire de la pitchénette. C'est comme quelque chose qu'on lance comme ça et qu'on laisse dans la nature. Et comme la nature n'a plus de maître, c'est à l'homme de devenir, comme il dit lui, son maître et possesseur. C'est le langage de Descartes. L'homme doit être le maître et le possesseur de la nature. Et pour dominer cette nature, évidemment, il faut user de sa pensée. De sa pensée, et d'où le fameux cogito, je pense, donc je suis. Je pense, la formule complète est, parce qu'il Descartes l'écrit à plusieurs endroits de ses travaux, il dit, je pense donc que je suis dans la forteresse de mon esprit. Je pense donc je suis dans la forteresse de mon esprit. Autrement dit, Descartes, pour la première fois, met en avant le je pensant, le je. Parce qu'avant, il y avait le nous pensant, un nous religieux. Autrement dit, il déclare, si vous voulez, l'autonomie de la pensée. Le je pensant opposé au nous pensant de l'Église. Donc le je devient instance autonome de pensée et il écrit « Nous sommes par cela seuls que nous pensons. Nous sommes par cela seuls que nous pensons. » Marx, par exemple, aurait dit « Nous sommes seuls par ce... » Non, nous sommes par cela seuls que nous faisons, par exemple, pour voir la différence. Ça veut dire la pensée, c'est l'être pour Descartes. Et pour penser, évidemment, il élabore son fameux discours de la méthode, où pour la première fois aussi, il nous introduit dans la méthode analytique, la méthode analytique, bon, maintenant on dit l'analyse et tout, mais c'était le premier à y penser. Et c'est quoi la méthode analytique? C'est séparer le phénomène à étudier en ses composantes. Et c'est ça l'analyse. L'analyse, c'est pas voir la globalité, c'est voir les éléments qui constituent le tout. Analyser élément après élément. Il le dit, c'est pas la peine que je le cite ici. Au total, donc, le XVIIe siècle a été un siècle de la révolution intellectuelle. On dit Bacono, Galiléo, cartésienne, si vous voulez, c'est lent. Évidemment, le XVIe siècle aussi a connu, le XVIIe siècle a connu aussi la création des sociétés savantes, la Société royale de Londres, et puis les académies françaises, etc. Je passe. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que le XVIIe siècle a mis fin au Moyen-Âge intellectuel et il a détruit l'ancien régime de connaissances et il a instauré le passage au savoir rationnel. Le passage aussi de la connaissance théocentrique, où Dieu est le centre, vers une connaissance anthropocentrique, pour utiliser des termes savants, ça veut dire où l'homme est le centre. Bref, il y a passage d'une pensée religieuse et collective à une pensée rationnelle et individuelle. L'homme européen au XVIIe siècle, il a commencé en tout cas à devenir un je pensant, c'est-à-dire un individu au niveau de la pensée. Rappelez-vous que le XVIe siècle en a fait un individu au niveau du religieux. Maintenant, le XVIIe siècle, il en fait un individu au niveau de la pensée. Le XVIIIe siècle, évidemment, il va en faire un individu au niveau du politique. Ça, c'est parce que le XVIIIe siècle, en tout cas pour la France, pas pour l'Angleterre, pour la France, c'est un siècle éminemment et philosophique et politique, puisqu'il y a eu la Révolution française qui a eu un rayonnement mondial. Elle a été précédée évidemment par la Révolution bien avant un siècle et quelques, par la Révolution anglaise, et puis une dizaine ou 13 ans, je crois, de la Révolution américaine. Alors le XVIIIe siècle, j'ai dit donc, c'est le siècle éminemment politique, mais aussi philosophique, parce que c'est le siècle aussi, le siècle des Lumières.
Asr al-Anwar, comme on dit. Lumière de la raison contre l'obscurantisme. Et par ces lumières, il va encore approfondir l'approche du XVIIe siècle. Et ces lumières, évidemment, c'est une condition sine qua non de l'avènement de la révolution, politique et de la construction de la sphère publique. Alors, sa contribution donc à la connaissance, la contribution du XVIIIe siècle, se fait à deux niveaux. D'abord, c'est le siècle des grandes idées philosophiques que vous connaissez, que tout le monde a lu, politique incarnée par les œuvres individuelles de Montesquieu, de Voltaire, de Rousseau et de bien d'autres. Ensuite, c'est le siècle d'une œuvre collective qui est l'encyclopédie. L'encyclopédie Diderot et d'Alembert, vous connaissez tout ça, qu'ils appellent aussi Dictionnaire raisonné des sciences et des arts, qui est une œuvre monumentale et qui durera plus de 20 ans, de 1750 à 1770, et qui se solda par la production de 5 volumes portant sur tous les savoirs, de l'époque évidemment. Et 75% de ceux qui ont contribué, ce sont des gens du peuple, c'était comme on disait à l'époque, du tiers-État. Donc ça, c'est au niveau scientifique. Mais la contribution du XVIIIe siècle au changement, c'est aussi la politique, si vous voulez, en tout cas pour la France. Parce que, comme je l'ai dit, c'est le siècle de la Révolution. On sait que le pouvoir politique, avant cette date-là, relevait de l'absolutisme royal. Louis XIV, le fameux Louis XIV, le roi Soleil, il disait « l'État, c'est moi ». Bon, l'État, c'est moi. Plus tard, on l'a attribué à Bismarck, je ne sais pas s'il l'a dit aussi, mais on l'attribue plutôt à Louis XIV. Il écrit dans ses mémoires, des mémoires dictés. Alors, pour montrer que le pouvoir est de droit divin, sans pouvoir est de droit divin, il écrit « Dieu qui a donné des rois aux hommes a voulu qu'on les respectât comme ses lieutenants, se réservant à lui seul le droit d'examiner leur conduite. » Ça veut dire Dieu a donné aux hommes, des hommes politiques, des rois, et n'ont de compte à rendre qu'à celui qui leur a donné ce pouvoir, qu'à Dieu, pas au sujet. Alors, donc le peuple, évidemment, est exclu politiquement et misérable économiquement. C'est ce qui fera dire à Rousseau, en un mot évidemment, l'homme est né libre et partout il est dans les fers. C'est ce que dit Rousseau. Il est tellement dans les fers qu'à la veille de la révolution de 1789, la grande révolution française, pour Paris, sur une population de 600 000 habitants à l'époque, Paris comptait 100 000 mendiants et 200 000 pauvres, soit évidemment 50% de la population qui était déshéritée, qui était pauvre et qui vivait de la charité chrétienne des églises ou alors de l'État. 50% de la population. Et c'est cette situation difficile qui fera l'explosion sociale et qui donnera évidemment la révolution bourgeoise. Pourquoi bourgeoise? Je dis la révolution bourgeoise parce qu'elle est menée par la bourgeoisie, assistée et aidée dans cette tâche par le peuple qu'on appelait à l'époque le tiers-État. Et évidemment la monarchie est abolie, la République est déclarée avec sa fameuse devise liberté, égalité, fraternité. Évidemment, la liberté d'entreprendre, bien sûr, et une légalité évidemment juridique, pas économique, bien sûr. Et la société d'ordre qui existait, c'est-à-dire la société de caste, elle va céder la place, si vous voulez, à une société de classe. Au royaume, évidemment, le royaume est remplacé par la nation et la monarchie, elle est remplacée par la république. La république, on dit res publica, la chose publique, qui n'est plus la chose privée, si vous voulez. Et au sujet de Sa Majesté, qui étaient les Français, il y a évidemment, se substitue le citoyen libre de tracer son cheminement, de tracer sa destinée.
Et autrement dit, voilà l'individu politique qui est né. On a vu comment le XVIe siècle a fait naître l'individu religieux, le XVIIe siècle a fait naître l'individu au niveau de la pensée, et voilà le XVIIIe qui fait naître l'individu politique, c'est-à-dire le citoyen qui mène sa barque, si vous voulez, pour parler familièrement. Voilà un autre niveau d'individualisation. Ça, le XIXe siècle, qu'est-ce qu'il va amener, lui? Il reste évidemment à créer l'individu au niveau économique. Nous avons l'individu à 3 niveaux, il nous faut au moins un 4e au niveau économique. Et cet individu économique, il va naître évidemment avec la révolution industrielle. La révolution industrielle qui est née à la fin du XVIIIe en Angleterre, mais qui s'est élargie au cours du XIXe siècle au reste de l'Europe continentale. Et en quoi consiste cette révolution industrielle? Eh bien, ce sont des innovations techniques qui vont toucher essentiellement 2 secteurs. Je ne vais pas donner de détails. L'industrie textile et la métallurgie. Ces 2 secteurs vont connaître, je passe sur les détails comme la machine à vapeur, etc., je vais passer tout de suite, qui vont révolutionner les façons de travail, qui vont élever et la production et la productivité, et qui font passer, je passe vite fait pour ne pas être trop lourd, qui vont faire passer l'Europe d'une société agraire à une société industrielle. Et qui vont, évidemment, révolution industrielle, qui va créer évidemment les usines, donc l'urbanisation, donc la formation des villes, les fameuses cités industrielles du XIXe siècle. Enfin, le 3e phénomène et le plus important créé par cette révolution industrielle, c'est que les riches vont s'ériger en classe capitaliste, à la recherche évidemment du profit, et puis les pauvres, ils deviennent une main-d'œuvre salariée exploitée à outrance. Marx, évidemment, à ce moment-là, dira, il y a la bourgeoisie d'un côté et le prolétariat. Le lien entre ces 2 classes créées par la révolution industrielle sera évidemment le marché, notamment le marché en amont, c'est le marché du travail, et en aval, évidemment, c'est le marché tout court. Dans le marché du travail, il y a un acheteur de la force de travail, comme dit Marx, c'est le bourgeois qui vient acheter la main-d'œuvre, et il y a un vendeur qui est le prolétaire qui vend sa force de travail pour vivre. Et les vendeurs, ce sont les ouvriers que Marx qualifie de sans lieu ni feu. Les jeunes ne doivent pas savoir ça. Sans lieu ni feu. Et Marx qualifie ces ouvriers d'individus nus, ariane, mais pas évidemment de ses habits, mais nus de anciennes relations, des rapports de parenté, des rapports religieux. Et plus tard, Hannah Arendt, elle dira décommunautarisés, dérelationnés, détotalisés. Gallimard passe chez les sociologues. Bourdieu parle de détotalisation, que non total et total, ou des individus. Et bien, ces individus, évidemment, cherchent leurs intérêts. Ce sont des individus rationnels, parce qu'ils sont sur le marché. Quand on est sur le marché, on essaie de gagner. C'est des individus rationnels, mais des individus qui se présentent comme individus, pas comme collectivité. Et c'est ça l'homo economicus dont nous parlent tout le temps les économistes. L'homo economicus, c'est un peu l'entrepreneur schumpeterien qui cherche à entreprendre pour gagner. Et c'est ça l'individu au niveau économique. Après avoir parlé de l'individu religieux, l'individu au niveau de la pensée, l'individu politique et l'individu économique. Alors le XXe siècle, que nous avons vécu, en tout cas pour les plus vieux d'entre nous, c'est un peu le siècle de la modernité accomplie, suite à tout ce qui s'est passé au cours des siècles. Mais avant d'avoir cette configuration, la société actuelle, avant d'avoir cette configuration, la société, ce n'était pas une société de classe comme on la connaît, c'était une société, comme je disais tout à l'heure, d'ordre religieux, c'est-à-dire une société basée sur des rapports de parenté,
c'est des tribus si vous voulez, ou rapports religieux, les gens se rassemblent suivant les liens de sang, ou alors suivant les liens religieux. Un historien, Burkhardt, du 19e siècle, il nous dit « L'homme du Moyen-Âge ne se connaissait que comme race, peuple, corporation, famille, ou sous toute autre forme générale et collective. » Ça, c'est l'homme du Moyen-Âge. Il ne se connaissait que comme ça, pas comme individu, pas comme société. Cela veut dire que la société d'avant, encore faut-il savoir si le mot société est approprié pour les regroupements humains d'avant. Ça, c'est une question sociologique éminemment intéressante. Est-ce que le mot société est valable pour parler des regroupements humains d'avant ce processus que je viens de décrire? C'est une question qui se pose. Les sociologues, en tout cas classiques, ils ont bien vu la chose. Et ils ont bien vu la différence entre une société pré-moderne et une société moderne du XXe siècle. Vous avez Tönnies, par exemple, le sociologue allemand. Il parle de communauté avant et de société maintenant, enfin de son époque, puisque c'était la fin du 19e, début du 20e. Durkheim, lui aussi, qui a vécu plutôt, dans ses écrits plutôt, enfin tout à fait au bout du 19e et 20e, jusqu'à 1917. Il parle de solidarité mécanique dans l'ancien temps et de solidarité organique dans le temps où il a vécu lui. Weber aussi, Max Weber lui aussi, l'autre allemand, il nous dit il y a eu la communalisation et il y a eu la sociation. Sociation. S-O-C-I-A-T-I-O-N. Donc tous, ils voient qu'il y a eu une différence entre l'ancienne société, si on peut la qualifier toutefois de société, et la nouvelle qu'on qualifie évidemment de société. Donc le regroupement pré-moderne était une société d'ordre, une société de caste, de rang, si vous voulez, une communauté. Les rapports entre les hommes étaient des types religieux, des rapports de sang, de rang, etc. La personne appartenait à son groupe, elle en était membre, on est membre d'une tribu, Wild Flan, Arch Flan, et la personne se soumet au groupe. L'individu n'existait pas encore. Il a fallu qu'il y ait tout ce changement que j'ai décrit pour que apparaisse l'individu à tous les niveaux que j'ai cités, et cette agrégation des individus qui fait qu'il y ait société. Autrement dit, la société est tout à fait le contraire de la communauté. Dans la société, les rapports religieux, les rapports de parenté, de sang, de rang, etc., deviennent secondaires. Ce qui compte, c'est les rapports d'intérêt. Ça, c'est dans les sociétés. J'ose même pas dire moderne, puisque une société elle est forcément moderne. C'est-à-dire une société de classe, pas de caste. Et la personne ne subit plus le groupe, ne subit plus les hiérarchies, ni aucune transcendance. La personne devient un individu. Alors, l'homme donc devient un individu, ça veut dire un individu abstrait, mujarrad, abstrait, singulier. Et c'est le rapport entre ces hommes, ces individus qui fait qu'on est une société. Ce cheminement, évidemment, que l'Europe a fait, évidemment, tout le monde est en train de le faire, si vous voulez. Tout le monde est en train de le faire, avec plus ou moins de vitesse, mais tout le monde y va. Et c'est ça la modernité. C'est la création, tout simplement, de la société moderne. C'est ça la modernité. C'est création de la société moderne. Il me reste à vous parler du relais de la modernité. Pour certains philosophes, certains penseurs, ils pensent que la modernité, c'est déjà du passé. Elle est devenue un stade obsolète et les dépasse. Mais pas pour tous. Pas pour tous,
Parce que certains disent non, la modernité comme Habermas, je convoque Habermas ici, le philosophe allemand, qui nous dit non, 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 c'est un projet qui est en cours, il est encore inachevé, on ne sait pas s'il il aura un achèvement. Alors, ces penseurs qui pensent que la modernité c'est du passé et qu'elle a été détrônée par la postmodernité, alors selon eux, la modernité est arrivée à peu près jusqu'aux années 70. Jusqu'aux années 70 du siècle dernier. Après, on est rentré dans la postmodernité. Je ne sais pas si on peut vraiment situer les dates, mais en tout cas, il faut comprendre c'est quoi cette postmodernité. La modernité, on a compris ce que c'était. On va essayer de comprendre, en tout cas, ce qu'est la postmodernité. Alors, ce qu'il faut comprendre d'emblée, c'est que ce n'est pas un développement, une continuité de la modernité. D'après ceux qui pensent qu'on est dans la postmodernité. Ce n'est pas un approfondissement de la modernité, non. Autrement dit, la postmodernité n'est pas une phase de la modernité. Ce n'est pas un stade de la modernité. Parce qu'on peut penser ça. On a des raisons de le penser, parce que le mot, il est gardé. Non. Le rapport entre les deux, entre la modernité et la postmodernité, d'après ces penseurs, est exclusivement chronologique. Ça veut dire qu'ils se suivent, mais ne se ressemblent pas, si vous voulez. C'est un peu comme la situation coloniale et la situation post-coloniale. Elles se suivent, mais en principe, elles doivent se contredire. C'est ça ce qu'on nous dit. Alors la postmodernité est autre chose donc que la modernité. Alors c'est quoi ça? On nous dit que c'est un autre âge. Un autre âge. Si on applique la périodisation d'Auguste Comte, le père aussi, un des grands-pères le grand-père même de Jette, au sens de Jette, grand-père de la sociologie, il nous dit qu'il y a eu un âge théologique, il y a eu un âge métaphysique, un âge positif qui est la modernité, puisqu'il a vécu au XIXe siècle. Et le Kanizidi il va nous dire il y a l'âge postmoderne. Pour comprendre bien l'achor, il faut se placer dans l'optique d'Auguste Comte. D'ailleurs, les anglo-saxons, ils disent New Age. Moi, je prononce mal, je n'ai jamais étudié l'anglais, donc excusez mon anglais. J'essaye de tourner ma langue. Le nouvel âge, quoi. Et nouvel âge qui est en discontinuité avec l'âge moderne. Et pour le comprendre donc, il faut comparer vite fait, je vais faire la comparaison vite fait, je vais terminer, la comparaison entre ce que j'ai dit pour la modernité avec ce que fait la postmodernité. Et je commence par le niveau, je sors vite fait, par le niveau religieux. On sait que là, je viens de le dire, en tout cas même pour ceux qui ne le savaient pas, la modernité a produit au niveau religieux la liberté de conscience. Vous voulez adorer qui vous voulez, être agnostique, religieux, tout ce que vous voulez, laïque, musulman, ce que vous voulez. La modernité, donc, elle a donné la liberté de conscience pour les individus et elle est à l'origine de la sécularisation des sociétés. Les sociétés sont devenues sécularisées. Elle a produit aussi au niveau politique la laïcité, les États laïques. Bref, comme dirait Gaucher, c'est la sortie de la religion. Comme nous dit Gaucher, c'est la sortie de la religion. Tout ça est mis en doute par la postmodernité. Extraordinaire. Tout ça est remis en cause par la postmodernité. Déjà Malraux écrivait « Le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas ». On le lui attribue en tout cas. Moi j'ai vu des gens qui disent « Non, c'est pas lui qui l'a dit ». En tout cas, on lui attribue. On parle aussi de retour du religieux. Et on parle de désécularisation. Ça veut dire, après cette sécularité, retour de la manivelle, on revient à l'ancien temps. Bizarre pour la postmodernité. Et puis pour les Européens, pour beaucoup d'écrivains, de philosophes, ils reviennent maintenant, ils disent non, l'héritage n'est pas grec. On a un héritage judéo-chrétien. Et voilà que maintenant ils se rattachent, autrefois ils se sont rattachés au grec, au logos. Grec, maintenant on se rattache au niveau ça c'est au niveau collectif. Au niveau des individus aussi, l'observance de la religion a changé.
il y a un retour au religieux, mais attention, un religieux différent. La religion, elle devient une affaire éclectique. On choisit un peu de tout. Autrement dit, les gens, à titre individuel, ils confectionnent leur religion. Ils tapent, si vous voulez, leur religion. Alors ils mettent, je ne sais pas, une pincée de catholicisme, une louchée de bouddhisme, un peu de je ne sais quoi, et ils mélangent tout ça, et ils se font une religion, si vous voulez, à la carte, maintenant, dans la postmodernité. Une religion que les sociologues, ils appellent ça, les sociologues des religions, ils appellent ça bricolage religieux. On assiste à un bricolage religieux. Pourquoi un bricolage religieux? Parce que l'objectif n'est pas d'être récompensé par Dieu et d'aller au paradis, mais tout simplement pour un confort ici et maintenant. Hic et nunc, comme on dit en latin, hic et nunc, ici et maintenant. Et ça se comprend un peu parce que c'est un peu une réponse au stress, à la pression qui existe économique notamment. Ça, c'est le religieux. Donc, vous voyez, dans la posture religieuse dans la postmodernité, c'est celle-là. Contrairement à la posture que j'ai énoncée tout à l'heure pour la modernité. C'est un retour religieux, mais différent. Ça, c'est au niveau du religieux. Au niveau de la pensée, maintenant. Et encore, c'est pire, là. La postmodernité, elle remet en cause le logos dont je parlais à l'instant. Et le progrès, la raison, tout ça. Hop, hop, hop. Ils ont dit ça, tout ça, c'est des histoires qui nous ont été racontées depuis pratiquement le 18e, le 19e, mais encore... le 19e, justement, qui était même du scientisme, qui avait une confiance quasi aveugle sur les effets de la science. La postmodernité, elle met en doute tout ça. Elle dit, bon, pof, la raison, elle a des limites. Elle ne peut pas tout savoir. D'abord, le monde est indétermination. C'est indéterminé. Comment vous voulez le caser dans des lois et tout ça? Tout ça, c'est faux. Tout est, d'après la pensée postmoderne, tout est relatif, tout est à déconstruire. Et il faut renoncer à ces grandes idées. Ils appellent ça les méta-récits, ou on appelle ça de manière savante les téléologies. Et les idéologies, tiens, les idéologies et les téléologies. Les idées qui vont guider le monde à l'avenir. Tout ça... Ça, c'est du baratin. Ça nous a amené, pour ce qui est de l'Europe de l'Est, ça nous a amené vers des dictatures, vers le communisme, et ici vers un capitalisme sauvage. Tout ça, c'est faux. Il faut tout remettre en cas. Tout est relatif, tout est particulier. Il n'y a pas d'universel, il n'y a pas de loi universelle. C'est circonstanciel. Tout ça, c'est à remettre en cause. Tout ce que penser avec les outils avec lesquels on pensait, on nous dit non, c'est faux. Ça, c'est au niveau de la pensée. Évidemment, il y a des champions. Il faut que je cite quelques noms. Vous avez Lyotard, par exemple, le français Lyotard. Vous avez les philosophes Deleuze, le français, l'italien Viatimo. Vous avez beaucoup de français. Moi, je connais les français parce que je lis les français. Derrida, qui est parfois ceci ou cela, Brodillard, Maffezoli, etc., etc. Plein de postmodernes, les champions. Alors, au niveau politique aussi, la modernité, on le sait, a sacralisé la nation. Et elle a érigé des États forts, puissants. Et il y a eu des régimes de droite, des États de droite ou des régimes de gauche. Tout ça pour la postmodernité, ça n'a plus de sens. La nation, les frontières, là, sont dépassées. Il y a la liberté de circulation des biens, des personnes, des idées, tout ça. La nation, ça n'a plus de sens. L'État politique fort et décentralisé. Il faut qu'il soit décentralisé ou il l'est en partie. Et c'est la société civile qui prend le relais. Et puis les idéologies de gauche, de droite, elles reviennent ensemble. Elles font la même chose. Donc, adieu à l'État fort. Il faut qu'il y ait un État, comme dirait l'État modeste, si vous voulez. Je vais terminer maintenant. Au niveau économique, la modernité a instauré le capitalisme, c'est-à-dire le marché, le socialisme, c'est-à-dire le plan. Planification, les Algériens connaissent quelque chose.
Elle a instauré aussi l'industrie comme locomotive du développement. Pour la postmodernité, tout ça, c'est du passé. Il n'y a plus de capitalisme ni de socialisme. Le développement est un et un seul, pas deux. L'industrie, d'ailleurs, est dépassée. Nous sommes dans la société post-industrielle. D'ailleurs, ils ont un peu raison, au moins en ça, statistiquement, en tout cas, statistiquement, puis 75% de la main-d'œuvre occupée, elle est dans le tertiaire. Le tertiaire, c'est-à-dire les services et le commerce, plus l'industrie. Alors que 19e siècle, c'était l'industrie, début du 20e, c'était l'industrie qui occupait les travailleurs. Y compris d'ailleurs en Algérie, on a 70% de personnes qui sont occupées dans le tertiaire. Y compris l'Algérie. Les statistiques, 69% nous disent, d'ailleurs pour être précis. Donc on ressemble un peu à ça. Et l'État n'a plus de rôle économique majeur. Ce sont les multinationales. C'est ce qu'on appelle la bonne gouvernance. Ce genre de choses. Et c'est la finance mondiale qui commande. L'État donc devient, comme dit Crozier, un État modeste. Il doit laisser faire. Il doit accompagner seulement. Il n'est plus l'État entrepreneur du 19e ou du 20e. Et j'arrive au niveau social, et ce sera le dernier. Pour la modernité, au niveau social, évidemment. J'ai parlé pour la postmodernité, pour la modernité en tout cas, la société est divisée en classes. Pour la postmodernité, les gens ne sont pas astreints à leur classe. Les gens sont libres. Libres et autonomes, loin des liens imposés par les groupes. Vous avez Macron, par exemple, le français Macron maintenant qui monte, qui dit qu'il n'est ni de droite ni de gauche. C'est un peu ça. On est ni de droite. On lui dit vous êtes de droite, non, il n'est ni de droite ni de gauche. Il a participé à un gouvernement de gauche, entre guillemets, mais ils ne se sont pas liés. D'ailleurs, il est sorti tout seul. Donc, les individus ne se regroupent plus suivant ces idéologies. Ils se regroupent selon des identités électives, choisies, selon leur penchant et leur goût du moment individuel. Ils sont autonomes. Alors, cette autonomie leur permet d'adopter une culture, ou si vous voulez, une sous-culture, un mode d'alimentation particulier, comme les végétariens, une religion particulière, chacun sa religion, comme je l'ai dit tout à l'heure, et une préférence corporelle, une préférence sexuelle choisie. Pensez au mariage pour tous. Tout le monde peut se marier. Allez. Chacun se marie. Mariage pour tous. Alors, je termine juste par un truc qui m'a amusé. Je termine par une belle description de cet homme postmoderne que fait le journaliste et romancier de gauche israélien, David Grossman, dans un livre qui s'intitule « Dans la peau de Gisela », qu'on a acheté, le fameux salon du livre, que j'ai lu avec intérêt, qui a perdu son fils d'ailleurs dans une guerre, qui est de gauche, fait partie contre le régime. Alors comment il décrit l'homme postmoderne? Par une belle formule, il dit l'homme postmoderne rejette le dictat physique restreint et univoque que lui impose son corps. C'est un peu compliqué à comprendre. Il rejette le dictat physique restreint, veillir, et univoque que lui impose son corps. Autrement dit, il veut dire l'homme moderne, il rejette sa nature. Sa nature. C'est le genre. Voilà, exactement. Oui, l'homme moderne, il dit, pour le corps, il dit une bureaucratie corporelle imposée. C'est une bureaucratie corporelle imposée. On nous a imposé. Autrement dit, l'homme n'est pas nature. Il n'est que culture. Dans la postmodernité, il n'est que culture. Même physique. Il n'est que culture. C'est un accident qu'on soit des hommes ou des femmes. On peut changer comme on veut. C'est ça la postmodernité aussi. Bon, je crois que je termine par là. J'ai essayé de faire un parallèle entre les deux. D'abord, comment on est arrivé à la modernité et comment elle est en train d'être relayée par une postmodernité. Je vous remercie.
Et je m'excuse d'avoir été lent.